Bonjour à tous et bienvenue dans le Cloud Screener, le podcast qui navigue parmi tous les nuages. Je suis aujourd'hui comme d'habitude avec mon compère de tous les jours, Monsieur Jérôme Blin. Comment vas-tu, Jérôme? Ça va très bien et toi? Ça va très bien, merci beaucoup. Et je suis aussi avec notre invité du jour, David. Bonjour David, comment vas-tu? Oui, Davy, très très bien, je te remercie pour l'invitation. Aucun souci. J'en ai plein de questions à te poser et tout. Mais avant de te poser plein de questions, il y a ma petite introduction pour partir dans le sujet de toute la conversation qu'on va avoir aujourd'hui. Et cette introduction, c'est, je vais vous parler de ma life un petit peu. C'est quand je me promène dans la rue, que je rencontre des gens, ou même des fois ma famille, ils voient des vêtements Claude Mercato, comme je peux avoir aujourd'hui. Ouais, on va ouvrir du Merc peut-être un de ces jours. Et ils me disent donc, qu'est-ce que tu fais Anthony dans la vie? Et je leur dis que dans mon entreprise, on compare les clouds. Et bien que ce soit un sujet un peu technique, ils tiennent le fil et ils me disent ah ouais, Dropbox, Google Drive, iCloud, du coup, qui c'est le meilleur dans tout ça? Et je suis un petit peu saoulé sur le coup. Pas saoulé, mais bon, c'est un petit peu comme si t'étais dev et que ton tonton il vient te voir pour que tu répares son imprimante, tu vois. Ils ont pas tort, mais voilà quoi. Dans le cloud, il y a le marché grand public et avec ses iCloud, ses Drive, ses trucs, et il y a le marché IT où là on propose du YAS, tu passes, tu casses et plus encore. Mais là, à ce moment-là, dans la conversation, je leur sors ma petite science de marché, qui est de dire, tu sais que le leader de marché c'est Amazon. Et là, il me fait ah bon? Et je leur dis ouais, avec sa filiale Web Services. Il me dit ah ouais. Et je dis ouais, et c'est même la filiale dans laquelle ils font le plus de bénéfices. Il me dit ouais, c'est dingue et tout. Tu vois. Je connais pas que des gens qui parlent comme ça, mais bref. Et la dernière fois que j'étais en France, par exemple, je regardais la télé et je voyais une pub sur TF1, une pub pour Amazon. Et moi, je vois pas la télévision française, j'y suis pas, donc je me suis dit ah ouais, quand même, Amazon met des pubs sur TF1. Et instantanément, je me suis aussi dit Ionos le fait, Ionos One and One, donc pourquoi pas. Mais ça reflète aussi assez bien la position de leader de marché que Amazon a. Je m'explique. Le grand public, il s'en fout peut-être un peu d'AWS. Mais par contre, AWS a un intérêt à inscrire son nom dans le grand public. Et là ça prouve bien l'échelle qu'a cette entreprise. On est sur une échelle de Coca-Cola où faut que le nom il soit partout, même si t'en consommes pas, faut que tu saches ce que c'est. Et quoi qu'il en soit, pour en revenir à mon interlocuteur sur lequel je parlais des bénéfices et tout ça, je lui dis que le meilleur cloud, ça dépend toujours de ton usage, de tes restrictions, de ton éthique, et que bien qu'AWS soit le leader de marché, même pour moi, il m'est difficile de percer tous les mystères de par la foule de services qu'il propose. Et ainsi donc, dans cette quête perpétuelle de savoir, j'ai pris contact avec David. David, qui est architecte et formateur cloud spécialisé dans AWS. Et ça fait un bout de temps qu'il navigue donc dans la galaxie Amazon. Il a dû faire même plusieurs révolutions autour de l'astre qui est Amazon. Et il va nous aider aujourd'hui à comprendre les différents services depuis presque l'intérieur, parce qu'il travaille pas chez AWS. Mais il côtoie les gens à l'extérieur, à l'intérieur, donc interlocuteur parfait. Et au moins, on va essayer d'avoir les contours de l'univers observable qu'est AWS. Donc, rebonjour David. Et est-ce que tu peux te présenter à nous, s'il te plaît? Alors, donc, on est parti pour 4 heures de présentation. Non, je vais faire rapide. Comme tu l'as très bien dit, je te remercie pour l'invitation. Bon, effectivement, aujourd'hui, j'évolue dans le milieu du cloud. Je suis freelance depuis, ça fait déjà 5 ans. Je me suis lancé, pour l'anecdote, au mois de février 2020, juste au moment du premier confinement. Comme quoi on peut s'en sortir. Je fais aussi du coaching au passage, hein. J'accompagne les gens quand ils veulent devenir freelance. Je dis si bon, moi je sais comment on fait, vous inquiétez pas, je sais comment on survit à ça. Alors initialement, je viens pas du tout de l'informatique, moi.
Initialement, j'ai fait des études de cinéma et de journalisme. Voilà, j'ai bossé dans des magazines de jeux vidéo, de DVD à l'époque, puis de Blu-ray. Et puis il y a quelques années de cela, quelques décennies, j'en ai eu marre de tout ça, j'ai tout claqué, je suis passé d'une maîtrise de cinéma à un bac pro d'informatique en disant je vais aller dans l'informatique, je veux faire de la formation, je veux faire du conseil, mais je sais pas par où rentrer, je veux rentrer avec en moins un petit minimum de niveau, quoi. Et donc j'ai gravi les échelons dans mes entreprises avec des aventures assez variées. Il faudrait que j'en fasse un volume de podcast rien que pour ça, avec des collaborations dans certaines entreprises de 3 jours avant de démissionner. Il y a des ESN très connus sur Paris comme ça où tu ne restes pas si t'es un peu sain d'esprit. Non, je m'en vais. Mais ça, je le réserve pour un autre volume. Et donc, il y a quelques années, je suis rentré dans un grand groupe de formation en France du nom de Global Knowledge. C'est sur mon profil, tout le monde peut le voir, où j'ai fait du VMware, donc du cloud privé pendant près de 10 ans au total, avant de le faire chez eux. Avant, je l'ai fait dans une autre boîte, où j'ai fait effectivement de la formation, parce que c'est mon premier métier. Moi, j'adore la formation et c'est un de mes premiers axes. Et puis aussi du conseil. Et quand je suis parti faire du freelancing, j'étais passé entre deux sur AWS. Donc j'ai connu AWS par le biais de la formation initialement, après avoir fait du cloud privé pendant des années, mon entreprise est devenue partenaire de formation. Ça fait référence aussi à ce que tu disais. Amazon, il y a quelques années, est devenu un grand nom de l'informatique et du cloud public, qui a, comme toute entreprise digne de ce nom, dédié aussi une partie formation, à chercher des partenaires pour pouvoir être présent et commencer à toucher, alors d'abord les professionnels, puisqu'à l'époque, effectivement, il n'y avait pas de pub à la télé, d'abord les entreprises, fallait séduire les plus grosses entreprises, puis les services, les sociétés de services. Et donc, on a commencé à faire ça. J'ai eu la responsabilité de monter le pôle AWS. Donc j'étais le premier formateur formé sur place. J'ai même été qualifié pour former les autres formateurs et formatrices et déléguer mon savoir, les autoriser à exercer avant de partir faire du freelancing. Et aujourd'hui, effectivement, je fais une bonne partie de mon temps à la formation, parce que ça reste mon métier d'origine, c'est vraiment celui que je préfère et que je maintiens. Donc en partenariat avec Amazon, tu l'as très bien dit, je travaille beaucoup avec eux, je n'ai jamais travaillé chez eux, et on pourra potentiellement regarder pourquoi je ne rentrerai jamais chez eux. Et puis je fais du conseil aussi aux entreprises. Alors moi je me considère comme un architecte d'entreprise aujourd'hui, c'est-à-dire que avec mes cheveux gris, j'ai 47 ans, le côté geekos, techos, à mettre de la ligne de com partout, personnellement ça m'emmerde royalement, c'est pas du tout mon truc. Et puis il y a des gens qui sont vraiment très très doués, j'en ai autour de moi et j'adore leur filer du boulot et dire vas-y fais ça parce que je sais que tu vas super bien le faire. Et moi je t'accompagne volontiers dans la définition du projet, donc moi je suis plutôt en amont à communiquer avec les clients qui se posent des questions, qui veulent se poser les bonnes questions, soit parce qu'ils y sont pas encore allés, soit parce qu'ils y sont déjà, soit parce qu'ils ont envie de se barrer parce qu'ils pensent qu'il y a un truc qui va pas, ou qu'ils se sont déjà barrés parce qu'ils ont été en panique. C'est les sujets que j'ai traités dans d'autres podcasts où je participe, où on est déjà venu parler de comment on se barre du cloud, pourquoi on serait tenté de se barrer du cloud, pourquoi il faut penser, pourquoi c'est utile. Et on enveloppe vraiment de bout en bout. Il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a pas de mauvais choix, il y a juste comment on prend les bonnes décisions, quelles sont toutes les questions qu'on peut se poser. Et moi, c'est mon axe aujourd'hui. Évidemment, la partie pédagogie de la formation m'aide beaucoup à rentrer dans cette approche-là. Et puis ensuite, je remplis de la doc, comme dirait l'autre. Je fais des docs d'architecture. Voilà, ce qui est très rare, puisqu'il y a beaucoup d'entreprises qui essayent d'improviser leur architecture, ce qui est complètement fou. Ok. Merci pour cette description, David. Dans cette course du cloud, ce marché, cette industrie, on a donc en pole position Jeff Bezos avec AWS, bien que c'est pas lui le CEO d'AWS, mais bref, on a Jeff Bezos en pole position avec AWS et on a Bill Gates, toujours rien à voir parce que Azure, Bill Gates, c'est loin, mais bref, on a Bill Gates qui est en deuxième comme ça et qui arrive et Jeff Bezos qui lui met des queues de poisson. Aujourd'hui, les gens sont en train de dire que Azure pourrait passer même premier. Et c'est pas seulement la question, ça c'est des chiffres, c'est de l'oseille, on j'attends peut de voir. plein de chiffres, voilà. Ouais, mais j'attends de voir. Mais ma question, ce serait pour toi. Pourquoi pas Azure ? Pourquoi t'es pas parti faire plutôt du Azure que du AWS ? Alors, initialement, ça répond à deux choses. La première, elle est très pratique, c'est que c'est le truc qui m'est tombé sur les mains à ce moment-là. Étant formateur VMware, la partie cloud public de VMware, comment dirais-je, c'est la fameuse blague, vCloud Air, le cloud public qui n'a jamais fonctionné et qu'ils ont tellement cru que 3 ans après l'avoir créé, ils l'ont revendu à OVH. Donc ils ont tout foutu en l'air. Donc moi sur VMware, je pouvais pas repartir sur ce créneau-là. Je ne suis pas formateur Microsoft à l'origine, on avait plein de formateurs qui étaient sur Microsoft, donc ils sont devenus naturellement Azure. Moi je suis parti chez AWS.
Donc, je t'avoue, c'est une question d'abord d'opportunité. Si on m'avait proposé GCP initialement, je pense que je serais rentré sur GCP. Si on m'avait proposé Azure, je pense que je serais parti sur Azure pour commencer. Mais ce qui m'a satisfait dans cette décision, au-delà du côté purement pragmatique, c'est simplement que j'ai comme règle de fonctionnement, quand tu rentres dans un domaine, commence par le premier du marché au moment où tu y es. Toujours. Tout simplement. Déjà, parce qu'à partir du moment où tu rentres par le premier, les autres, c'est que la dégradation. Et j'ai connu ça avec VMware. Moi, j'ai commencé à faire du VMware. Puis on m'a demandé à faire de l'Hyper-V. À l'époque, pareil, on rigolait beaucoup. Mes premières formations à faire de l'Hyper-V, je te raconte pas, on passait notre temps à débugger le truc parce qu'il était mais instable au possible. Les labs devaient durer 3 jours, ils en duraient 5. Enfin, c'était une catastrophe absolue. Et j'ai même fait du Citrix, du Xen, où en fait, tu comptais les options qu'il n'y a pas. Donc, tu vois, c'était facile de rentrer par le premier du marché parce que tu pouvais voir l'ampleur, tu pouvais soulever le potentiel, et après, tu regardais les différences des autres, et ce qui pouvait potentiellement, bien sûr, avoir comme intérêt. Avec la petite distinction, je sais pas, moi, les auditeurs qu'on a, auditrices qu'on a là, s'ils voient la différence, parce que VMware, les concurrents, tu vois, il n'y avait pas tellement de photos. Voilà. Il n'y a jamais eu vraiment photo. VMware a été vraiment le leader parce qu'ils avaient vraiment quelque chose de très bon. Ouais. Et Hyper-V a mis beaucoup de temps à rattraper le truc. Mais ils l'ont fait. Mais ils ont mis beaucoup de temps. Citrix l'a jamais rattrapé, les autres non plus. Mais Amazon, quand je suis arrivé et que j'ai commencé à regarder les autres, je me suis dit, mais ouais, enfin, ils ont de l'avance, mais c'est pas si large que ça. Donc c'est vrai que c'est cette remarque de qui pourrait être leader aujourd'hui, elle peut bouger. Il est possible qu'elle bouge. L'intérêt d'avoir par contre des challengers comme ça qui sont bons, c'est que ça les oblige à réagir. Alors, par contre, moi, c'est un truc que j'observe depuis quelques années. Je vais peut-être mettre un pavé dans la mare pour ceux qui aiment bien le cloud, mais je trouve qu'il se passe plus grand chose de neuf depuis 4 ans. Réfléchir, Voilà. c'est pas faux. Voilà. Parce qu'en fait, le neuf, c'était quoi? Fallait faire de la VM, qui va faire des VM, c'est le premier truc, c'était il y a presque 19 ans, presque 20 ans maintenant, ça y est, c'est fait. Ensuite, du stockage, de la base de données, puis on a commencé à greffer des services un peu plus chiadés, avec des trucs, moi j'ai eu des années, on a fait waouh, tu vois, l'effet waouh. Bah, l'effet waouh chez Amazon, moi, ça fait longtemps que je l'ai plus. Alors, il se trouve que je suis pas du tout piqué aux IA, que ça me casse les pieds pour rester très très poli. L'IA peut être un très bon outil d'assistance. Je trouve ça génial. Si ça reste à cet endroit-là, on est des personnes rationnelles et c'est super. Si on me dit que ça va révolutionner la vie, que ça va nous remplacer demain, faut arrêter de bouffer des champignons. Ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la réalité. Ça aussi, c'est des sujets que j'ai déjà montrés dans d'autres podcasts. Voilà. Faut démystifier. C'est pas que c'est pas utile, c'est pas que ça peut être vachement bien. C'est juste que c'est pas non plus ce qu'on nous en sert. Ouais. Donc, si on monte côté ce champ-là, qui là encore est intéressant en soi chez les fournisseurs de cloud, moi, je sais pas pour vous, c'est quoi le dernier service que vous avez eu dans un cloud qui vous a fait faire waouh? En fait, pour moi, les gens, à partir de Kubernetes, on s'est un peu sclérosé parce que ça y est, en fait, on a plus ou moins atteint le cloud, on a esquivé le serverless quand même avec Kubernetes, et on s'est remis à faire au final de l'infra, mais avec des conteneurs, et on boot tout sur des conteneurs, et les conteneurs sont méga flexibles, donc on est content. Mais on a fait une boucle avec Kubernetes pour moi. On a fait une boucle, on est retourné dans les années 90 ou 2000 où on se dit bon bah c'est bon, on a notre infra qui peut faire ci, qui peut faire ça, et cette infra on peut la diviser pour que ça devienne un truc métier de l'autre côté. Mais ouais, il y a pas de wow, c'est pas faux. Et vas-y, excuse-moi, tu voulais dire? Non, je disais, alors, la conteneurisation, voilà, j'en suis très critique aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la première fois qu'on m'a montré un conteneur Docker, j'ai dit, mais tu sais que ça fait 10 ans que j'en fais, ça s'appelle les applications virtualisées. Je vois pas où est le truc vraiment novateur. Alors c'est très drôle parce que au Kubernetes, je suis quelqu'un qui en dit beaucoup de mal quand je fais des formations, pas pour critiquer le produit, parce que je trouve que c'est un très bon outil en soi. Et je critique la démarche aujourd'hui c'est la mode, en fait. C'est l'outil à la mode. Okay. J'ai des clients, et là, je vais pas rester poli, qui me cassent les couilles à vouloir en mettre partout, à toutes les sauces, comme si c'était un truc miraculeux qui allait les sauver. Donc, non. Mais je comprends par contre l'utilité, et je trouve en quoi ça peut être une alternative. Sachant que les fournisseurs de cloud ont des services de conteneurisation qui sont tout à fait remarquables et qui suffisent pour le plupart des usages. C'est ce que je dis toujours à mes clients. Si vous n'avez pas de raison d'installer Kube, n'allez pas l'installer pour la beauté du geste. J'ai cette petite blague, je leur dis, si vous voulez commencer la conteneurisation par Kube, c'est comme si vous me disiez, j'ai jamais piloté d'avion et je vais commencer avec un Boeing 747. Si tu as des bonnes idées comme ça, vas-y, je te regarde faire. Non, c'est un outil qui est très puissant, comme un Boeing 747, mais si tu sais pas piloter déjà la base, ça sert à rien d'y aller. Par contre, si on a vraiment quelque chose à y faire, je trouve ça parfaitement intéressant.
Ouais. Alors, pour revenir sur ta question, après, est-ce que Microsoft pourrait pas être remplacer Amazon ou prendre sa place? J'en sais rien. C'est tout à fait possible. Ça me changerait pas grand-chose, moi, dans ma vie, je pense, de tous les jours, en fait. Je trouve pas que ce soit très très pertinent. Si y en avait un troisième qui arrivait de nulle part, qui venait bousculer tout le monde, là, je me dis, what the fuck, c'est qui cela? On pourrait citer Oracle, mais non, là, je vais rigoler. Donc non, absolument pas. Non, on a les trois majeurs aujourd'hui, et le classement a pas l'air de... Il se resserre un peu, mais il change pas tant que ça. Il faudrait que Microsoft trouve quelque chose de super intelligent que les autres n'ont pas encore fait. Mais j'ai un peu la sensation qu'on arrive à un moment donné, on a saturation du marché. Quand j'ai arrêté de faire du VMware, c'était déjà le constat pour VMware. On était arrivé, tu vois, VMware, moi j'ai commencé avec la VI 2.5, puis 3. Donc déjà, rien que ça, c'était bien. Quand tu passais à vSphere 4, 5, c'était waouh, putain, ils nous ajoutent des trucs. Arrivé à la 6, 7, je fais, mais les gars, bon, vous avez fait vSAN, vous avez fait les vSwitch, toute la suite avancée. Je fais, ouais, bon, vous avez quoi de plus à faire aujourd'hui? En fait, il y a plus grand chose, parce qu'en fait, ces outils-là, quand on en a fait le tour, le tour, il est vite fait aussi, quoi. Ouais. Là, j'attends de voir ensuite, moi, comment ils vont nous faire des services de services qui sont juste plus pratiques à utiliser. Donc, on voit l'accent sur l'IA. Moi, qui m'inquiète, plus qu'autre chose, parce que quand je vois en cours la difficulté qu'ont déjà les gens à appréhender les fonctionnalités de base, demander à un assistant d'aller te sortir ton code, sachant qu'il a 8 chances sur 10 de t'écrire de la merde, ça va pas faire de miracle, quoi. Donc, on verra ce que ça donne. Et j'aime bien raconter à mes stagiaires, je leur dis, mais j'aime bien c'est une petite blague que je vais utiliser ici, je la fais souvent, c'est pas moi qui l'ai inventée, je sais pas qui l'a sortie, mais elle est très bonne. Est-ce que tu sais qui est devenu riche pendant la ruée vers l'or? Les vendeurs de pioches. Et je considère qu'Amazon, c'est pour ça qu'ils restent pour l'instant numéro 1, Amazon vient de sortir sa propre IA, seulement maintenant. On pourrait se dire, mais pourquoi? Parce qu'ils préfèrent te vendre les VM qui sont en dessous, qu'ils en ont rien à foutre de l'IA, en fait, en soi. Eux, ce qui les intéresse, c'est que tu viennes facturer chez eux. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent être intéressés au cloud, on dit, ouais, j'ai du service managé, c'est cool. Mais en fait, derrière, finalement, c'est que de la VM qui est pré-managée avec des couches intermédiaires. C'est comme quand on va au restaurant, les ingrédients qui sont dans l'assiette, c'est les mêmes qu'on peut acheter chez soi, si ce n'est qu'on n'a peut-être pas le savoir-faire, on n'a peut-être pas la patience, on n'a peut-être pas les compétences ou le temps de faire le plat. C'est juste le côté pratique. Et c'est intéressant ce que tu me dis là parce que y a un attribut que tout le monde donnait à AWS depuis le début, qui est, je sais pas d'où ça vient, mais c'est en fait, je sens que c'est hérité de Amazon itself. C'est le fait de dire que Amazon propose le meilleur service client à ses utilisateurs. Enfin, du moins la meilleure expérience, pas forcément le meilleur service, mais la meilleure expérience. Et que parce que quand on est sur Amazon, quand on a un problème avec son colis ou peu importe, Amazon nous trouve une solution. Quand il faut qu'on paye, on peut payer en un seul clic et patati et patata. Et les gens ont un petit peu mis ça sur AWS, je ne sais pas pourquoi. Moi, je trouve pas qu'ils ont un service exceptionnel ou mauvais. J'ai pas trop d'avis là-dessus. Mais toi, t'en penses quoi? Alors, je vais dissocier deux choses. Il y a AWS, les services managés qui existent et ce qu'on peut en faire. Ouais. Que je trouve pour beaucoup vraiment bon, pour le coup. Et je suis très content de bosser avec eux pour ça, parce que je trouve que leurs services sont bons. Et il y a AWS, l'entreprise, les êtres humains qui sont dedans, les stratégies appliquées, les relations avec les clients, avec les partenaires. Il se trouve que ça fait 9 ans que je les pratique. Et là, effectivement, moi, je suis pas du tout de la vie publique. Maintenant, je les connais de l'intérieur. Et j'ai eu plusieurs expériences en tant que formateur et en tant que consultant qui s'avèrent être très mitigées, voire foncièrement négatives. Ce qui ne m'empêche pas de continuer à bosser avec eux. Et je réponds comme ça à la question qui était posée tout à l'heure discrètement, c'est pourquoi je bosse pas pour eux en interne. D'abord parce qu'on est complètement incompatibles. Moi, je suis un putain d'ours associable. Donc, il est hors de question que je rentre dans une secte où les principes de l'entreprise sont écrits sur les murs dans les chiottes. Parce que ce que je vous dis est réel. Hein. Donc, il faut voir que l'entreprise en elle-même a, comme toutes les grosses entreprises, façon IBM, Dell, Apple, Oracle, etc., cette mentalité de grosse boîte qui s'apparente littéralement à une grosse structure sociale humaine avec des dictates, etc. Il faut surtout pas en sortir. Moi, c'est quelque chose... Alors, il faut savoir qu'Amazon a, dans le passé, j'ai été recruté par eux plusieurs fois, on m'a checké, on m'a demandé de rentrer, etc. J'ai passé les épreuves. Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu, pour rentrer chez AWS, il faut avoir d'abord un appel téléphonique, puis ensuite, on vous convoque pour une journée d'entretien. Vous avez facilement entre 7 ou 8 entretiens différents avec une quinzaine de personnes.
Vous passez la journée en entretien. Il y a du technique, mais pas que. Il faut savoir que dans le lot, il y a une personne qui n'est pas technique, mais qui est là pour vérifier que vous représentez bien les 13 principes de l'entreprise. Et si elle dit vous respectez pas, vous pouvez être un tueur dans votre domaine, vous rentrez pas dans l'entreprise. Quand on en est là, quand on juge les gens à la capacité d'être en fait loyaux et de rentrer dans un moule, j'ai envie de dire, écoute, on choisit ces populations, très bien, grand bien que vous en fasse, je rentrerai jamais là-dedans, personnellement. Voilà, ça laisse pas de place en fait à l'identité de l'humain, il faut juste rentrer dans le cadre. Donc voilà, moi tu vois, j'ai pas la même expérience. Maintenant, je les pratique toutes les semaines, je les vois chez mes clients, je les vois en tant que formateur avec la relation formateur. Voilà, pour des questions de continuité, j'ai quand même envie de bosser avec eux, je vais éviter de balancer tout ce que je sais sur eux. Le jour où j'arrêterai de bosser, probablement, je balancerai des trucs que j'ai appris en interne et qui sont mon expérience à moi, c'est-à-dire qui n'engagent que moi et mes relations avec eux. Ouais. Mais quand tu changes 5 fois d'interlocuteur dans l'année et que la personne qui prend le relais ne sait jamais tout ce qui s'est passé, moi, je m'interroge sur la capacité à maintenir une continuité de service et une qualité. Et dans ma relation aux clients, aux autres, j'ai vu des clients qui là aussi ont eu des expériences entre être assistés par des gens brillants chez eux. Ils ont des gens qui sont vraiment très très bons, autant de point de vue technique que humain. Et puis à côté, t'as une armée de gens qui est là aussi parce que la boîte a grossi très très vite et qu'il fallait remplir le marché et l'occuper avec des gens qui sont sous-qualifiés, qui comprennent pas trop ce qu'ils te disent, qui te posent des questions sur des trucs où tu dis, mais tu me poses des questions sur un truc que vous m'avez appris vous, donc tu m'expliques comment toi tu sais pas ça, puisque c'est un peu ton métier quand même. Avec des clients qui te disent, alors petite anecdote perso, il y a quelques années, chez un très gros client mais qui je continue à bosser depuis des années, un matin je discute avec le CTO de la boîte, CTO Monde, qui me dit, tu penses quoi des services code deploy, code pipeline, donc c'est les services de CI/CD pour ceux qui connaissent pas trop, pour faire du DevOps dans le cloud. Je lui dis, écoute, c'est des services sympas, moi je te conseillerais de faire ça et tout. Il me dit, ouais, parce qu'on a vu quelqu'un d'Amazon hier qui nous dit qu'il vaudrait mieux pas les utiliser et qui nous renvoie par un partenaire à lui pour utiliser les outils tierces. Je lui dis, écoute, je comprends pas trop. Moi, je veux bien rencontrer cette personne qu'on s'explique, mais a priori, je dirais qu'elle dit n'importe quoi, qu'elle ne sait absolument pas de quoi il parle, si elle n'est pas capable de justifier. Il y a aussi ça, il faut prendre en compte que s'il y a des gens qui nous écoutent, qui sont neufs dans le cloud, ou qui vont créer une relation toute neuve avec AWS, le boulot d'AWS, c'est de vendre le cloud. C'est pas de vous aider à progresser dans le cloud. C'est pas de vous aider à moderniser vos applications. Eux, leur objectif, et c'est pas du tout une critique ce que j'ai dit là, j'ai déjà dit dans d'autres trucs, mais c'est pas du tout une critique. Leur objectif, c'est que vous mettiez la carte bleue le plus vite possible et que vous commenciez à consommer. Que ce soit 1 centime par jour, que ce soit $10 par jour ou 8 000 $ par mois, ils s'en foutent. Ce qui leur compte, pour eux, c'est que l'argent rentre. Et ça se voit, par exemple, dans les relations que j'ai, moi, avec certains clients qui ont des relations avec eux, où les gens d'Amazon leur mettent la pression pour dire quand est-ce que tu débutes le projet, quand est-ce que tu débutes le projet. Le dernier qui m'a dit ça, je lui ai dit on le débutera quand on sera prêt, si tu m'emmerdes, je les emmène chez Azure. Ah non, mais oui, tu nous fous la paix, tu nous laisses faire, on fait nos dossiers d'architecture et le client il sera prêt quand il sera prêt. Quand il sera prêt, par contre, on va mettre en place l'artillerie lourde. C'est un petit client, on a sortir directement des landing zones avec control tower. Pour un petit client, c'est déjà très avancé d'aller là-dedans. Par contre, on commence nickel et le client était ravi. Et ouais, on a cette pression à aller à l'efficacité. Actuellement, je suis pour accompagner un de mes clients un programme d'accompagnement qui s'appelle le programme MAP, je sais pas si tu connais, le programme de migration, d'accompagnement des partenaires. C'est pareil, Amazon te pousse au cul à faire du rehosting, du lift and shift. Vas-y, mets tes VM. Parce que l'objectif, c'est quand t'as mis tes VM, t'es chez nous, ça fait de la facture. C'est bien fait, c'est pas bien fait. Je t'avoue, à demi-mot, j'en ai un peu rien à foutre parce que ça fait de la facture chez moi. Ça, personnellement, moi, je peux pas. Donc, c'est là où je me différencie avec eux. C'est là où, pour l'instant, moi, je suis très équilibré dans ma relation avec eux. Ils me fournissent un outil que j'adore. Je trouve qu'il est vraiment très bien. Il y a des trucs super. Il y a des petites nouveautés. Ok, ça arrive. C'est cool. Ça progresse. Il y a une attitude de leur part. Moi, je suis dissocié. C'est la leur. C'est pas la mienne. Moi, je vois ce que je peux faire avec mes clients. Et je vois comment nos interlocuteurs, enfin nos auditeurs, auditrices peuvent se placer. Alors s'il y a des professionnels du cloud qui veulent se passer là-dedans, c'est quelque chose que c'est une discussion que j'ai eue en coaching avec quelqu'un il y a pas longtemps. Il me dit mais comment tu penses que nous on peut faire la différence face à un cloud, face à une IA? Qu'est-ce qu'un être humain peut faire qu'une IA fait pas? Un être humain, il a des oreilles pour comprendre quand le client il dit n'importe quoi, qu'il sait pas du tout ce qu'il veut en fait, et l'aider simplement à comprendre là où il est, ce qu'une IA fera pas.
la chose la plus intelligente qu'on peut faire avec une IA, c'est s'occuper du prompt. La chose la plus intelligente qu'on puisse faire avec un humain, c'est s'occuper de son prompt à lui. Dis-moi ce que tu veux faire. Combien de fois t'as eu, ou nos auditeurs auditrices ont eu une mission chez un client où, au bout de quelques heures, au bout de quelques jours, tu comprends qu'en fait, ça va pas du tout dans la bonne direction. Que les gens disent des choses, ça va dans des directions opposées, il y a ça, aucune IA, elle pourra comprendre. Aucun automate ne sait faire ça, parce que l'automate ne sait pas en prendre en compte le sous-entendu, le sous-jacent d'un contexte. Donc, j'ai la spécificité de l'être humain, là où on peut faire notre place là-dedans, là où moi je suis heureux, c'est d'amener ça au client, dire, OK, on va prendre là où t'en es, on va essayer de comprendre pourquoi t'en es là aujourd'hui, c'est quoi ta relation au cloud, mais c'est quoi aussi ta relation à ton métier, et ensuite, on va essayer de voir comment ça peut faire sens et quel chemin on peut prendre pour améliorer les choses. En étant rationnel, je dis moi toujours, je vais pas te mentir, hein, il y aura pas de raccourci pour aller au résultat final. Ta migration, elle durera plusieurs années. C'est tout. Faut que tu avales la pilule. Si tu cherches quelqu'un pour te mentir, te dire oui, on va faire plein de trucs et dans 6 mois tu y seras, non. C'est pas vrai. Donc voilà, ma relation avec Amazon, elle est là. Je trouve que c'est un bon fournisseur de services. Je trouve qu'après, sur le discours et l'approche qu'ils ont auprès des clients, c'est comme toute publicité. Faut mitiger. Alors, il y a publicité, évidemment, ils sont pas en train de nous vendre des chaussettes ou des gâteaux. Ils nous vendent quand même du cloud. Donc, il y a des formations, il y a du e-learning, il y a des présentations avec le reInvent où on a plein de contenus intéressants. Mais il y a un grain de sel à mettre pour dire, attention, il y a quand même des aspects marketing aussi. Bien sûr que l'objectif, c'est quand même de séduire. Et tu vois, par exemple, il y a un truc avec lequel je me suis toujours battu. Dès que je suis arrivé à bosser avec eux, on m'a dit, il faut toujours dire que c'est facile, le cloud. Non, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. On voudrait que ce soit facile. Ça peut faciliter beaucoup de choses, c'est vrai. Mais de base, tu balances quelqu'un qui connaît rien, bah c'est la claque, c'est tout. Enfin, c'est pas facile du tout. Ok, je te remercie pour tous ces détails. Toi, Jérôme, quelle est ton expérience avec le service client AWS? Bah très bien, on est encore allé au resto hier, on s'est bien marré. Puis voilà, bois des canons et puis c'est tout. Non, Jérôme. Et du coup, est-ce que tu as des questions pour David? Alors j'avais une question, mais tu l'as un petit peu anticipé, Davy. Je vais dire, je vais introduire avec une super blague. Chez Amazon, c'est la jungle. Voilà. Donc, la vraie question par rapport à ça, c'était, j'allais te dire, parce que moi j'ai une tête bolée, c'était qu'est-ce qui t'agace le plus chez AWS? Bon, bah il y a pas mal le côté gourou, je pense, pas mal de turnover, de ce que j'ai cru comprendre, et le côté, secte, gourou, plus un turnover important. C'est des trucs qu'on retrouve apparemment, de ma petite expérience, chez d'autres providers que je ne citerai pas. Qu'est-ce qui justifie ça, selon toi? Le côté secte. C'est que c'est des travaux de sociologie. C'est-à-dire qu'un groupe humain de plus de tant de personnes, c'est ingérable si tu crées pas une espèce d'entité en dessus, dépersonnifiée, qui crée un structure. Le problème, c'est que cette structure, elle n'est jamais totalement innocente. Elle est le reflet d'êtres humains qui la dirigent. C'est comme ce qui est en train de se passer, sans faire de commentaires politiques dans le monde actuellement. On pourrait croire qu'un gouvernement politique, c'est comme ça une espèce de truc abstrait. Non, il y a des êtres humains qui injectent des idées dedans et puis qui forcent le truc à descendre ensuite sur les autres êtres humains qui sont en dessous, sur une histoire de pouvoir. Donc, c'est une grosse structure qui existe, qui fait partie d'une entreprise qui existait même avant, puisque AWS ne reste pas moins une filiale d'Amazon, qui a déjà elle-même une culture et des pratiques. Donc, ce qui justifie en tout cas l'existence de ça, c'est se construire ensuite une image. Hein, c'est comme disaient ceux qui fournissent les frites, hein, c'est ceux qui en parlent le moins qui en mangent le plus. Ben là, pareil, c'est ceux qui parlent le plus des valeurs qui en font le moins. Donc quand une entreprise est obligée d'afficher ses valeurs jusque dans les chiottes et de les répéter en boucle, c'est peut-être parce qu'elle manque en interne. Après, effectivement, moi, ce qui m'agace chez eux, dans ma relation avec eux, c'est le manque de suivi humain. L'année dernière, tu vois, je vais donner une expérience personnelle, on avait une super représentatrice responsable formation Europe, Mélanie. Salut si tu nous écoutes. Que tout le monde adorait, trouvait que Mélanie faisait un travail exceptionnel et bien mieux que le reste d'Amazon, c'est-à-dire une vraie relation humaine, un suivi. Tu as la possibilité d'avoir une vraie collaboration de partenariat et du jour au lendemain, elle s'est retrouvée virée.
sans explication dans le lot, tu vois, l'année dernière, avec toute la volée de gens qui ont été virés comme ça, juste parce qu'il faut diminuer. Je ne citerai pas le nom d'autres collaborateurs et collaboratrices de ces équipes que je ne supporte pas, qui sont d'une médiocrité hallucinante, qui sont toujours en poste et qui ont été, eux, augmentés, tu vois. Et là, tu te dis, on marche sur la tête, tu vois. Et là, tu comprends pas, en fait. Tu comprends pas qu'il n'y a pas de suivi. Et je pense que ça commence à se voir aussi dans la partie plus publique. Moins, parce que moi je suis pas en background, donc je vois des choses que les autres sont pas censés voir, parce que j'ai des relations avec eux, comme les gens qui sont en interne. T'as beaucoup d'externes d'Amazon aujourd'hui qui partent et qui commencent à gueuler publiquement pour qu'ils disent voilà ce qui s'est passé chez nous. Oui. Tu vois. Donc ce qui est la représentation aussi là encore d'une dérive entre le management dégueulasse, toxique, qui dévie, les décisions de virer plein de gens, ils embauchent tout le temps, mais ils virent des gens à côté. Faut savoir quoi. Tu peux pas consolider tes équipes. En fait, par expérience personnelle dans mon métier, c'est plus intéressant d'avoir une expérience humaine qui grandit avec le temps parce que tu crées des liens, il y a une histoire. Je dis toujours, quand un manager te dit si quelqu'un part, c'est pas grave, je dis c'est toi qui devrais partir, c'est que t'as pas compris ton boulot. Une entreprise qui quitte un groupe, une personne qui quitte une entreprise, c'est très grave en fait, ça a des grosses répercussions. La personne, elle se contentait pas de rentrer des lignes de code ou de rentrer des fichiers ou de fonder. Elle est là depuis des années, elle connaît les gens, elle sait ce qui s'est passé. Donc quand on est avec cette personne en train de parler dans nos projets, elle vient avec tout ce background qui va venir éclairer les décisions qui seront peut-être plus abouties, plus ajustées. Tu vois. Ce qui peut m'agacer après, effectivement, ça va être le côté pushing des clients. Il faut faire ça, aller vers. Tu vois, par exemple, l'IA, j'en suis très critique. Je dis pas que c'est de la merde dans l'absolu, mais moi, ce qui m'emmerde, c'est le fait qu'on nous casse les pieds, pour être là encore très poli, en tant que formateur, avec les IA, faut y aller. Petite anecdote personnelle. Il y a un cours chez Amazon qui s'appelle développement avancé. Alors je suis pas du tout développeur, donc j'en ai chié pour monter en compétence sur ce cours pour pouvoir le délivrer. Sache qu'en 3 ans je l'ai délivré une fois. Qu'Amazon n'arrêtait pas de nous dire qu'il y avait jamais assez de formateurs pour le délivrer. Je disais donnez-le moi. Et ils nous ont annoncé en fin d'année dernière que le cours était annulé parce qu'ils se vendaient pas assez. Et en fait, tu vois, il y a ce côté-là. Il y a 7-8 ans, on disait blockchain. Aujourd'hui, si tu fais de la blockchain et que t'as du boulot, t'as de la chance. C'est pour ça que le côté, tu vois, nouveauté, il faut suivre le truc, c'est nous qui dirigeons, on impose un peu ça. Ça aussi, ça m'emmerde. Mais en tant que freelance, et puis effectivement, je suis pas très jeune, donc je commence à connaître ce qu'Amazon nous fait, VMware nous l'a fait une époque, Microsoft l'a fait une époque. Il faut toujours suivre la mode du produit, tu suis la mentalité de la boîte. Et c'est pour ça que c'est toujours intéressant. Moi, c'est là où j'aime ma position d'externe. Même si Amazon me dit demain, on veut plus de toi, je m'en fous. Je ferai du grey market, c'est pas grave. De toute façon, ça marcherait, je trouverai ma place. Je dépends pas d'eux, en fait. Tu vois. Mais j'aime bien cette distance qu'on peut avoir quand on fait du conseil sur des technologies de ce type, mais sans forcément dépendre des éditeurs. Avec cette liberté de point de vue, cette liberté d'aller voir, comme vous faites, d'autres éditeurs, de comparer. Ce qui est toujours intéressant d'élargir son point de vue, tu vois. Et là aussi, étant en interne, je pense que c'est quelque chose que t'as pas du tout. Ok. Réponse ultra complète, hein, Anthony, là. On est sur une belle réponse as. Alors j'allais parler d'IA, mais en fait, il y a un truc qui m'intéresse tout autant, si ce n'est plus, c'est ton parcours. Alors là, je vais me la jouer Evelyne Thomas ou je sais pas. Donc, t'as commencé cinéma, jeux vidéo, peut-être un peu de rédaction, je pense, journalisme, etc. Et puis ensuite, tu bascules quand même dans un tout autre domaine. Ce serait quoi le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui voudrait opter pour ce genre de switch, quelqu'un qui changerait vraiment de parcours? Est-ce que tu as des conseils, des exemples de situations, moi surtout des conseils pour aider les gens dans ces situations, on va dire. Alors, il faut faire des sacrifices de poulet, ça marche très très bien. Ça marche. Déjà essayé, fonctionne à la merveille. Voilà. Sinon, j'allais te dire, faut passer par un coach, ça tombe bien, c'est ce que je fais. Venez me voir. Non, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Quand vous restez dans une boîte à vous emmerder, vous ruinez votre santé, vous ruinez votre vie, vous faites chier et vous avez peur de ce que vous allez perdre. C'est normal, on a tous peur. Il y a quelqu'un qui se lance en freelance ou qui change de carrière et qui me dit qu'il a pas peur, c'est quelqu'un qui est complètement inconscient, donc c'est quelqu'un de dangereux.
avoir peur, c'est normal. Au contraire, c'est tout à fait normal. Petite anecdote personnelle, quand je suis passé freelance, j'ai refait mes comptes pendant 6 mois avant de me lancer. Tous les jours, je prenais mon fichier Excel, je changeais les valeurs pour vérifier que, tu vois, j'allais être solvable, j'allais pouvoir m'en sortir. Et c'est quelque chose que je fais quand je fais du coaching. On a besoin de se rassurer. Donc c'est pareil. Alors moi, en l'occurrence, pour le coup, j'étais dans un parcours où j'avais pas tellement de débouchés. Mes études de cinéma me passionnaient, mais je comprenais que je devenais complètement fou. Parce qu'arrivant en maîtrise de ciné, quand tu fais une maîtrise sur la contagion des réels, si tu veux, que tu étudies Cronenberg, Carpenter, ce genre de trucs, et que tu lis de la philo et de la physique quantique en même temps, tu deviens dingo au bout d'un moment. Tu ne fais plus que parler qu'avec des gens qui font des études supérieures, et tu t'aperçois que tu es plus capable d'avoir une conversation normale. Et puis surtout, en termes de réalité concrète, c'est qu'ensuite, ça te nourrit pas, c'est tout. Voilà. Donc à un moment donné, il fallait que je trouve très pragmatique. À cette époque-là, moi, j'avais une trentaine d'années, je montais mes PC, je réparais le lycée où je bossais, l'informatique. J'aidais les potes qui avaient des petites entreprises d'immobilier, j'allais installer leur imprimante en réseau, etc. Et puis j'ai dit, je vais faire une formation. Donc j'ai profité d'être au chômage un bon moment. Alors j'ai bien profité du chômage. Je ne regrette pas. Au contraire, c'est une période très instructive. Et je ne critiquerai jamais les gens qui étaient au chômage et qui ont chié. Parce que c'est pas aussi simple que ça du tout. Et quand on n'y a pas été, c'est qu'on comprend pas. Ou qu'on comprend pas, c'est qu'on n'y a pas été. Justement, qu'on n'a pas vécu le truc. Et j'ai fait une formation de 6 mois parce que moi j'avais envie. Alors, ce qui est très drôle, c'est quand je suis rentré dans mon premier poste, quand j'ai vu le niveau des gens que j'avais en face de moi, j'ai dit peut-être que j'aurais pas dû faire une formation et y aller directement. Mais moi, j'avais besoin de faire ce petit parcours pour pouvoir me remettre à niveau. Donc, je préconise aussi aux gens qui ont envie de changer de carrière comme ça, de surtout pas hésiter. En France, on a un système qui est bien fait, c'est qu'on peut avoir des formations. Donc, faut surtout pas hésiter à taper là-dedans. Faut aller voir des formations. Même si la formation est pareille, elles sont jamais, une formation, c'est jamais vous former à un métier. Une formation, c'est prendre des points essentiels d'une base de compétences, de connaissances, venir les apprendre de façon donc très théorique, voire avec un peu d'exercice, et ensuite vous commencez. C'est comme quand on passe le permis, personne ne sait conduire quand on a le permis. On apprend c'est pour ça qu'on a le A après, on apprend réellement à conduire les 2-3 premières années qui suivent. Et c'est pareil. David, sur le carrefour de la formation, toi, t'es allé à gauche voir le CNAM, t'es allé tout droit voir un institut de formation, ou t'es allé à droite sur Bootstrap? Je me suis fait balader par la NPE, j'ai failli perdre mes financements parce que la NPE ne faisait pas bien son boulot, et à l'époque c'était la NPE encore, qui m'ont littéralement fait perdre 1 an. Où en gros je suis arrivé à un premier rendez-vous d'entretien NPE, je dis j'ai 5 projets, ce projet c'est génial, la nana a rempli le dossier, vous avez un projet, c'est super, allez-y. Plus de nouvelles pendant 6 mois. Alors j'ai passé 6 mois à jouer à Counter-Strike à l'époque, classé en Europe et tout, avec un bon clan qui marche bien. Au bout de 6 mois, j'y retourne, je dis au fait, ce serait bien que vous m'aidiez, parce que moi je retrouve un centre de formation. Tu vois, je m'attendais, moi, naïvement, à ce que ce soit la NPE qui me dit, voilà des centres de formation avec lesquels on travaille, qui peuvent être financés, tu vois. Ce qui serait normal, c'est un peu leur boulot. Ouais. Et petite anecdote, la nana me dit, alors par contre, il y a un problème, c'est qu'en fait, quand on vous inscrit dans votre ville, mais en fait, on est sectorisé par activité. Quand vous venez de l'éducation nationale, il faut aller à tel endroit. Donc, je suis reconvoqué 2 semaines après. Et la nana me dit, mais pourquoi vous revenez? Parce qu'on m'a dit qu'il fallait que je revienne parce que, ah oui. Mais alors attendez, parce que vous venez de l'éducation nationale, vous allez vers l'informatique. Il faut aller à telle ville. Voilà. Vas-y. Et donc, j'ai perdu comme ça un bon moment. Et quand j'arrive dans la bonne ville, il s'est passé 1 an. Quand je demande d'avoir des formations, là, on commence à se bouger. Un petit peu, vaguement. Et puis plus rien. Et à un moment donné, il s'est passé un truc tout con. Alors, j'ai plus le nom de la personne et je suis désolé, j'aimerais pouvoir la remercier. Il y a eu une entreprise de formation qui est venue faire des checks pour les gens qui voulaient se reconvertir en informatique. Donc, on m'a fait faire un petit test. En gros, on demande de venir remplir des petits questionnaires. Donc, t'as un peu de code, t'as un peu de binaire, t'as un peu de réseau, un peu de système. Et puis, le mec te fait une panne. Genre, il m'a débranché la carte graphique, tu vois, dans la machine. Donc, hop, je monte, ok. Il me dit, moi, c'est cool. Et je dis, vous pouvez me prendre en formation? Je fais, nous, on n'a pas le droit. Mais la nana qui s'occupait de ça me dit, moi, je vais vous donner le numéro d'un organisme avec qui vous pouvez aller bosser. Vous venez de ma part. Et je suis rentré au centre GEFI de Créteil, qui est un centre de reconversion, donc financé par les ACELIC, etc., où je suis arrivé, j'ai pris c'était technicien de service et maintenance, tu vois, système maintenance, donc vraiment basique, du système, du réseau.
Alors c'était TSI, support informatique. TSI 1206 au centre GFI, décembre 2006. Et ça, j'ai eu du bol parce que mon financement a s'arrêté à 2 semaines de la fin du programme. Donc j'ai failli ne pas pouvoir y aller. Et j'ai suivi mes 6 mois de cours intense avec des examens, j'ai eu mon diplôme, major de promo, j'étais content, je suis c'est cool, puis je suis parti bosser. Voilà, où on était déjà vendus en fait aux sociétés de services qui venaient récupérer les bagnes parce qu'ils étaient contents, ils avaient pour du helpdesk des flottes de gens qui cherchaient du boulot avec un avantage, et là je vais donner un conseil à tout le monde. Quand vous vous reconvertissez ou c'est ça, et que vous avez 30 ou 40 ans, vous avez plus de valeur que quelqu'un qui a 20 ans qui sort de ses études parce que vous savez travailler. Merde. Donc ne l'oubliez jamais. Quelqu'un qui a déjà bossé 10 ans a plus de valeur que quelqu'un qui ne sait pas travailler. D'accord. Moi, j'ai connu des collaborateurs qui, du jour au lendemain, ne venaient plus au bureau sans s'expliquer à personne. Et qui étaient, chez moi, je joue à la PlayStation. Qui trouvaient tout, mais t'es pas au lycée, mec. T'as pas compris, en fait, que ton salaire, il va pas tomber, là. Puis il y a le client en face. C'est plusieurs fois, hein, c'est pas la même personne, hein, d'accord? Mais ça, je sais pas, c'est le genre de truc. Donc, quand on se reconvertit, il faut comprendre qu'il y a une richesse de ce qu'on a fait avant. Le métier qu'on a fait avant, souvent on a tendance à l'oblitérer. C'est une erreur absolue, en fait. On a déjà travaillé et on a une approche. Et je veux rassurer les gens qui voudraient venir dans l'informatique. 30% au moins des gens qui bossent sur le jeu d'informatique ne viennent pas du tout de l'informatique, n'ont pas fait d'études du tout dans le domaine de l'informatique. Ils sont venus soit par une approche personnelle, soit par une reconversion avec l'AFPA, les formations de ce type-là, ou ils ont recommencé des études un peu plus tard. Je favorise plutôt les études courtes dans ce cas-là, les programmes de 4, 6 mois, 8 mois, parce que c'est difficile, à moins d'être financé par les ACDX, c'est quand même très difficile de trouver la place, le financement, la dispo pour ça. Ouais. Ça peut être compliqué pour quelqu'un. Donc, aller sur ce genre de truc, il y en a plein. Et ça sert juste de marchepied pour ensuite être un peu crédible, se sentir à l'aise et rentrer. Et de toute façon, on apprend le métier surtout après. Ok. Thank you. Alors moi, je précise aussi à titre personnel et pas professionnel que moi aussi j'étais au chômage, j'ai bénéficié des ACDX, je sais même plus comment ça se dit. On dit ACDX ? Ouais, Jérôme, je sais plus. Quoi ? Moi, j'étais au chômage et j'ai profité. Et j'ai envie de dire, le chômage a sauvé ma carrière professionnelle directement. Et c'est ce qui m'a permis d'opérer une transition. Donc, une transition. Enfin, voilà. Donc, c'est pas qu'il faut en abuser, mais il faut en abuser de manière proactive aussi quelque part. Et ça peut sauver des carrières en fait. C'est con à dire. Oui, ça peut paraître paradoxal. Ouais, vie, parce que être malheureux dans un travail qui ne te plaît pas, et avoir la sensation d'être perdu, on voit des gens aujourd'hui se cramer là-dessus. Moi, j'ai fait un sujet sur un podcast l'année dernière parce que j'ai un ami qui s'est carrément tué. La carrière professionnelle il n'y avait pas que ça, mais a vraiment beaucoup pesé. Et donc, on voit effectivement, c'est un sujet très très sérieux. On doit travailler, ok, on est dans un monde capitaliste, il faut gagner de l'argent, ok. Mais on n'est pas obligé de faire un truc qui nous abîme, qui nous tue, qui nous fait du mal. On peut tout à fait faire un truc qui nous plaise. Et moi, je suis un des meilleurs exemples. Je dis toujours l'école m'a échoué. Hein. Je viens d'un système. J'ai fait 3 secondes. Voilà, je pourrais en faire un sujet. J'ai fait 3 années de seconde. J'ai eu le bac à 10,00. Mais voilà où j'en suis aujourd'hui. Et quand on regarde ce que je fais aujourd'hui, on se dit ouais putain, t'as fait des études super pour ça. Non, j'ai juste à un moment donné effectivement passé un moment où, alors oui, ma première année de chômage, effectivement, je vivais la nuit parce qu'effectivement le jour j'avais tendance à quand même être extrêmement dépressif, extrêmement mal, parce que c'est pas une période facile et surtout quand on a la sensation qu'on va pas en sortir, qu'on va pas avancer. Donc, oui, je plus sois totalement. Et c'est pour ça que quand un État attaque ce genre de système, je dis mais c'est que vous comprenez pas en fait à quoi ça sert. Vous n'y êtes jamais passé et vous ne comprenez pas l'effet que ça peut avoir sur l'estime d'une personne, sur le moral d'une personne, et que quelqu'un qui va mieux, moi j'y suis plus allé. Probablement je n'irai plus jamais au chômage de ma vie. Exactement. Donc, pareil. Techniquement, ces années-là sont très rentabilisées par rapport à ce que je repaye aujourd'hui comme droit à CELI qui serviront à d'autres. Et tant mieux. Moi, je suis très content de payer mes charges. Très content, je suis un freelance de gauche. Voilà, ça existe, il y en a. Des patrons d'entreprise de gauche. Je suis parce que ça me dérange pas du tout, parce que j'en ai pu profiter et je serais ravi que ma fille puisse en profiter. Je suis ravi que d'autres personnes puissent en profiter et avoir l'occasion de se sortir et d'avoir peut-être l'opportunité de faire un super projet, de créer une boîte avec qui je vais avoir un partenariat demain. Enfin,
C'est vraiment une très, très, très grande chance, quoi. Alors, t'es un freelance de gauche, t'es quelqu'un qui a échoué quelque part dans ses études, mais qui forme. Ouais. Alors, c'est quoi un bon formateur? Qu'est-ce que c'est un mauvais formateur? Qu'est-ce que c'est un bon formateur? Alors, j'ai un petit test. Je fais du coaching. Alors, je suis formateur depuis l'âge de 16 ans, en fait. Ok. J'ai commencé par donner des cours de guitare quand j'étais au lycée. C'est un des premiers trucs qui a fait que j'ai pas pété un câble à cet âge-là. Parce que j'avais vraiment l'ascension, tu vois, avec l'école qui s'enfonçait, que j'allais vraiment ne rien devenir. Mon destin était parti pour aller dans le mur. Surtout, voilà, moi j'ai grandi en Normandie avec une famille assez médiocre. Je passe l'histoire familiale qui en ferait pleurer plus d'un et plus d'une. Donc, effectivement, à ce moment-là, j'ai saisi que je pouvais faire quelque chose, que je valais quelque chose. Un truc qui me plaît en plus, tu vois, un truc qui te plaît, qui marche, qui te donne de la valeur. Tu fais putain, mais j'ai envie de faire que ça. Alors j'ai un petit test quand je veux tester quelqu'un qui veut devenir formateur ou formatrice. Je pose cette même question. Je fais c'est quoi un bon formateur ou formatrice? Et la bonne réponse que j'attends, c'est je ne sais pas. La réponse la plus intelligente que j'attends, c'est je ne sais pas. Parce que c'est le premier truc qu'on doit apprendre à dire en formation. Un formateur ou formatrice doit être capable de dire je ne sais pas. Quand tu me poses une question en cours, ça m'arrive, je dis je sais pas. Je vais regarder, par contre, je reviens vers toi. Si je reviens pas vers toi, tu me dis immédiatement, t'hésites pas à me relancer parce qu'il faut que je t'amène la réponse et je te remercie de ta question parce que ça me permet moi de l'apprendre un truc. Quelqu'un qui va se lancer, qui va me faire des démonstrations, qui va s'entêter à vouloir m'inventer une réponse, tu sais quoi, autant que je parle à ChatGPT, qui va me faire une illusion, une simulation d'IA et ça me fera la même chose. C'est aussi con que ça ne sert à rien et c'est même dommageable. J'ai toujours à quelqu'un qui débute dans la formation, si tu dis de la merde en cours, que les gens s'en aperçoivent, ta session elle est morte. C'est fini. Tu rattraperas jamais. Même si après tu te trompes plus, même si c'est une erreur, et si t'as pas l'humilité pour dire merde, autant pour moi j'ai dit une connerie. Ça m'arrivait des fois de dire des bêtises, de me faire corriger, de vérifier, de revenir après. C'est juste, t'as tout à fait raison, je te remercie. J'ai fait une erreur, tu vois. Mais quelqu'un qui sait pas faire ça, ça arrive. Et je l'ai connu ça chez un grand fournisseur de formation française, qui est Global Knowledge. Quand je suis parti de la boîte, il y avait une fête qui était faite pour autre chose, et j'ai fait le tour des formateurs et formatrices qui étaient là ce jour-là autour de moi. Et j'ai demandé à tout le monde, est-ce que c'était le métier que tu souhaitais ou t'es arrivé là par hasard? On était 2 à vouloir faire ce métier sur une dizaine ou une quinzaine de formateurs, formatrices. Je m'aperçois qu'il y a beaucoup de gens dans la formation qui arrivent là par erreur. Et là, je dis c'est vraiment une erreur qui peut coûter cher parce que quand t'es en formation, si le lundi matin à 10h t'en as marre, c'est con, t'es là jusqu'au vendredi. Donc, vaut mieux que t'aimes ce que tu fais, vaut mieux que t'aimes les gens, vaut mieux que t'aimes les répéter 15 000 fois le même truc, parce que t'es là pour ça. C'est là l'objectif. Un mauvais formateur, c'est quelqu'un qui dit je sais, et qui monte sa science. Et là, je sais qu'il y a plein de formateurs qui font ça. Dans la technologie, on en a beaucoup. Tu sais, qui se branlent sur leurs compétences. Alors, tu peux être très bon techniquement et très bon pédagogiquement, ça existe. Mais t'as des gens qui sont très bons techniquement, mais qui sont des merdes pédagogiques. Et là, c'est une catastrophe. Dans le sport, on le voit aussi. Mais moi j'en cite souvent. Je le citais avant ce personnage ait eu ses problèmes. Mais le Dalai Lama disait que l'intelligence, c'est de savoir dire je ne sais pas. Oui, exactement. Voilà. Complètement. Maintenant, on peut plus trop le citer, même. Sauf si tu veux sucer la langue d'un enfant. Mais ça, c'est le Dalai Lama. Tu peux lui dire, allez, petite cérémonie avec l'abbé Pierre. On va se faire un truc à 2, tu vois, ça va être sympa. Alors, c'est un petit groupe WhatsApp. Donc, voilà. C'est une commune. Question entre parenthèses. Cinéma. Ton réalisateur préféré? John Carpenter. D'accord. John Carpenter, il a fait quoi comme film? C'est des films des années 80, alors je m'excuse. Ouais. Hein. La Mouche? Non, c'est Cronenberg. Cronenberg aussi, j'ai étudié. Donc The Thing, Big Trouble in Little China, Escape from New York, Escape from LA, tu as L'Antre de la Folie, en français, tu as Ghost of Mars, tu as Halloween, évidemment, le premier. Et plein d'autres qui sont tous très bien. Dernière petite question après cette parenthèse concernant l'IA. Ta meilleure amie. Est-ce que tu l'utilises et si oui, avec quoi, pourquoi? Pas forcément génératif. Alors non, rien du tout. Pas du tout. Rien du tout. Ouais, je regarde de très loin. Ça m'intéresse plus d'écouter les gens en parler parce que ça va plus vite. Je vois les résultats, je vois des tests, je vois des applications faites avec. Je vois des gens l'utiliser dans la musique, je vois des gens l'utiliser
Il y a un YouTuber connu sur en France qui s'appelle Monsieur Phi, qui fait de la philo, qui l'utilise aussi, qui fait des très bons trucs dessus. Ouais. J'ai des sujets couverts par des gens dans Thinkerview, si vous connaissez cette chaîne YouTube Ouais. aussi. On a des gens qui sont venus parler, des partisans, des contre, tu vois. Ça m'intéresse de prendre les points de vue, d'aller voir ensuite le détail d'application qu'il y a dedans. Et puis j'ai les éditeurs avec qui je bosse, qui nous en font bouffer. Voilà. Moi, j'en utilise pas. Pour te donner un ordre d'idée, je viens d'activer l'année dernière pour la première fois la fonction micro dans Word pour pouvoir dicter du texte. Tu vois, j'en suis encore à taper mes textes parce que je suis un ancien rédacteur et que j'aime bien taper mes textes. C'est tout, ça me suffit. Et dans ce sens-là, je trouve que c'est les assistants superbes. Ouais. Dans ce cas-là, là oui. Ok. Merci beaucoup. Je t'en Anthony, prie. je te donne le micro. Attends, il y a un truc pour faire genre... comme ça. Voilà, merci. Parfait, bonne Alors, réception. j'ai une question. Il y a un service que je trouve un peu chelou chez AWS, qui existe depuis pas mal de temps, et que j'aime bien en plus. C'est ça le plus ironique dans la situation, c'est qu'il est chelou, mais je l'aime bien. C'est Lightsail. Alors, si toi tu vois pas, ou si toi, audio téléspectateur, tu ne vois pas ce qu'est Lightsail, prenons un cloud provider comme DigitalOcean, pas le DigitalOcean de maintenant, mais plutôt celui d'il y a peut-être 10 ans, quand c'était encore en mode startup, où tu regardes leur catalogue, tu as une dizaine de VM grand maximum, t'as un petit block storage, peut-être un petit... Non, même pas de conteneur à l'époque, il n'y avait pas tout ça. Et avec des VM pas trop chers, vendus au mois, au lieu de à l'heure et à l'année. Et tout ça, c'est censé être DigitalOcean, mais là, t'enlèves le dauphin, ou je sais plus c'est quoi chez DigitalOcean, ou non, c'est un truc chelou, maintenant c'est plus un dauphin, c'est un logo chelou. Bref, t'enlèves ce logo, tu mets celui d'AWS, et tu dis, c'est pas AWS, c'est Amazon Lightsail. Et donc, t'as un Amazon qui te sort un mini cloud dans leur cloud. Donc je me log chez AWS et là j'ai un tout petit cloud avec un tout petit catalogue, des tout petits services payés au mois sur la même logique que ses concurrents qui sont en tier 2 voire tier 3. C'est quoi ce service? C'est quoi le délire? Moi je l'aime bien, il y a pas de souci, hein, je le consommerais si je devais aller consommer là-bas. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Moi, c'est un service que j'utilise jamais. Et je le range dans la même catégorie que Beamstock, tu vois. C'est ce qu'on appelle le meilleur ami des développeurs. T'arrives, tu fais 3 clics, 3 next, boum, t'as un produit, et tu sais pas ce que t'as fait, mais ça fait de la facture. Donc c'est toujours ça l'idée. J'ai la même remarque que je fais souvent en cours quand je parle des outils comme EKS et ECS, comme SQS SNS versus par exemple Amazon MQ. Alors, pour ceux qui connaissent pas, en fait, c'est qu'Amazon a cette pratique de t'ouvrir soit un service à la sauce pure Amazon, entièrement managé par eux, tu cliques sur leur bouton à eux, tu fais les API à eux, soit d'héberger un truc déjà préfet qui ressemble à ça, mais en open source, par exemple, et clé en main. Leur objectif, c'est juste de séduire, en fait. Mais même mes clients, moi, m'en parlent pas de Lightsail, en fait. Typiquement, soit ils vont aller faire de l'EC2 parce qu'ils en sont encore là, parce que même en 2025, on a encore des tonnes de clients qui font de la bonne vieille VM à l'ancienne et qui sont pas encore prêts à réfléchir autrement. Soit ils font du conteneur quand t'as déjà un peu plus de bol. Soit carrément quand ils sont enfin immergés dans le truc, ils vont aller parler d'autres services et qu'ils ont compris qu'il fallait arrêter de parler de serveur, mais qu'il fallait parler de services et d'événements, pas de machine à machine. Donc Lightsail, c'est une façon de faire rentrer le client pour moi, qui serait séduit par cette approche-là d'un truc clé en main. Et comme tu l'as très bien dit, tu l'as commencé par le comparer à un autre produit qui est pas Amazon. Parce qu'en fait, il faut qu'Amazon puisse faire rentrer les gens chez eux avec un produit qui ressemble à un truc qu'ils connaissent déjà. Donc en fait, Amazon est prêt à produire des services qui font totalement doublon avec d'autres services, juste pour dire, ça c'est l'approche qui ressemble à un truc qui est chez le concurrent. Et comme ça te fait rentrer dessus. Donc voilà, j'ai pas plus d'opinion sur Lightsail, je ne l'utilise jamais. Il se trouve que on n'en parle jamais en cours et ça c'est génial. Il se trouve que Beamstock on n'en parle plus en cours et c'est génial. Il se trouve qu'ils sont sortis Appreneur et qu'on n'en parle toujours pas non plus. Tu vois, c'est ces outils où
je comprends l'intérêt de le présenter en soi, mais dans la vraie vie, en fait, il y a très peu de clients qui utilisent ça. Parce que finalement, dans un pipeline de déploiement, tu fais ton pipe, tu fais ton code deploy, ça déploie soit dans tes conteneurs, dans tes VM, dans des lambda, et puis c'est fait. En fait, la vraie vie, c'est des VM, des conteneurs et des lambda, quoi. C'est des outils qui ont une approche. C'est bien pour une TPE, c'est bien pour la personne qui se lance toute seule et qui veut rentrer par cet axe qui va faciliter un peu l'approche. Le souci de ces outils-là, c'est que ça te cache un petit peu trop. Tu vois, comme tu l'as dit, c'est déjà un service de service. Et ça t'empêche ou ça te cache la réalité de ce qu'il faut comprendre derrière si tu veux vraiment prendre la maîtrise du truc. Oui. Et fondamentalement, le cloud d'Amazon, moi, depuis 9 ans que j'en fais, c'est les mêmes services que j'utilise, à part quelques-uns. Tu veux que je te dise mon service préféré chez Amazon? Step Functions. C'est Step Functions. Parce que Step Functions, c'est un orchestrateur des autres services d'Amazon. Je dis souvent, pour l'illustrer, la mauvaise question qu'on me pose souvent, c'est est-ce qu'il y a un service pour remplacer mon application? La réponse, c'est non. Parce que la bonne question, c'est est-ce qu'il y a des services? Et quand tu comprends qu'en fait, le cloud, le catalogue des services d'Amazon, c'est des Lego, et que tu associes les Lego pour faire un Faucon Millenium ou Poudlard, eh ben, c'est les mêmes Lego à la fin. Quand tu marches dessus, ils font toujours mal aux pieds. Et ça reste des briques fondamentalement petites qui sont uniques. Et t'as plein de services d'Amazon quand tu les regardes, même moi quand je les présente aux clients la première fois, ils me disent mais ça fait que ça. Si tu regardes SNS, par exemple, SNS c'est un service de notification qui est ultra simple, mais en même temps il est fait que pour faire de la notification. Mais la notification ça n'existe pas seul. La notification ça fait partie d'un ensemble. T'as une appli avec laquelle t'interagis, tu dois générer un événement qui doit communiquer une information et boum, tu crées une notification. Mais c'est qu'une brique fonctionnelle à l'intérieur de ta suite logique. Ta suite logique, c'est que ton utilisateur a lancé ton appli sur son mobile, il a cliqué sur le bouton, il s'inscrit, il lui faut un code de sécurité, ce code doit être généré, il doit être envoyé dans un mail. C'est SNS qui est utilisé. Et donc, quand on comprend ça, Step Function, on voit son intérêt, parce que Step Function, donc, c'est l'orchestrateur de workflow. On a un point d'entrée et un point de sortie, et on délivre ensuite ça au client. Et à l'intérieur, on met toutes les briques qui nous font bien. C'est structuré, on met les services d'Amazon. Step Function supportant lui-même, on peut même faire comme Inception des Step Functions dans les Step Functions. Alors là, ça peut devenir très compliqué. Mais ça permet comme ça d'avoir un point d'entrée, un point de sortie. Et je dis toujours, je sais pas pour vous, mais moi, quand j'achète une voiture, c'est pas pour apprendre à la monter, c'est pour la conduire. Moi, personnellement, je déteste la mécanique, j'en ai rien à foutre. Je vais au garage, je dis, voilà le contrat, vous me donnez, j'ai toute l'assistance possible, je ne veux pas m'en occuper. Vous comprenez? Je ne veux pas. Il y a peut-être des gens qui nous écoutent, qui adorent la mécanique, tant mieux pour eux, je suis ravi. Mais moi, j'en ai vraiment rien à foutre. Et ben, j'ai toujours les clients, moi, qui consomment Amazon, ils en ont peut-être juste rien à foutre d'Amazon. Ils veulent juste que leur appli, elle existe. Et ça fonctionne, j'aime bien ce côté, c'est déjà un package en un où tout est dedans. Et moi, je peux donner ça à un product owner chez un client en disant, tu m'as demandé ça. Avec toi, je l'ai traduit en moyen logique, que j'ai retraduit en solution technique. Je te propose de le tester, de le valider. Si c'est bon, voilà le produit. Tu peux le monitorer en tant qu'une entité entière. Et je trouve ça formidable. Et je trouve ce service pas assez connu et utilisé. Alors qu'en fait, il évolue d'année en année. Il rajoute plein de trucs, ils en parlent quasiment jamais. Et alors que ce service adresse 70% des besoins que les clients te demandent, en fait. Quand un client te demande une IA, la plupart du temps, il veut juste une appli. Et donc, ton Step Function, c'est ton appli. En fait, il dit, ouais, mais moi, je veux faire ça, ça, ça. Oui, mais t'as pas besoin du machine learning pour ça. Tu sais déjà exactement ce que tu veux faire. Et il y a zéro variation nécessaire d'apprentissage ici. Il n'y a pas, ton domaine, il est pas complexe. Il n'y a pas 50 000 nuances à traiter avec des poids et des valeurs. Tu m'as pas donné une notion de poids, de valeur et de contextualisation. Tu me dis, s'il se passe ça, tu veux ça, c'est ça. C'est 1 ou 2 ou 0 ou 1. T'as pas besoin d'une IA pour ça. T'as juste besoin d'une appli. Voilà comment je peux te la structurer. Boum, 10 minutes après, elle est faite, ton appli. Ça y est. Oui, c'est pas une IA, mais ça marche. Si je dois imaginer une simple basique archi 3 tiers avec Step Function, moi personnellement, je connais pas Step Function, hein, donc si je dois l'imaginer là tout de suite, je te dirais que je vais utiliser un EC2 pour faire l'application, un RDS pour faire ma DB, et le front, je vais le donner à je sais pas quel service d'AWS. On va faire simple, on va le donner à CloudFront, par exemple. Comment tu m'inclus tout ça dans Step Function? Alors, Step Function, ça va être la logique d'application. Ça va pas être l'architecture. Donc là, ton besoin, là, imaginons que tu me présentes ça et je vais te dire non, moi je vais réviser autre chose.
On va regarder ce que ton site web il est censé faire, ou ton appli web elle est censée faire. Donc D'accord. on va regarder les fonctionnalités. Donc je vais descendre déjà à ce niveau-là. Si tu as plusieurs fonctionnalités comme de la présentation publique de choses, des interactions, de la commande et puis ensuite des traitements en back-end, je vais dissocier tout ça. Ta partie front, ta partie back, je vais la mettre sur des fonctions lambda derrière une API gateway. Et là, tu vas commencer à interagir avec Step Function, ou Step Function, tu vas dire, quand l'API gateway elle a telle méthode qui est présentée, tel appel qui est faite, au lieu de mettre une fonction lambda, tu as peut-être un truc qui est trop compliqué. Il faut que ça te fasse une interaction là, puis que ça te renvoie un code d'erreur selon le cas de traitement, puis ensuite ça envoie une notification. Ben, je vais faire un step function ici, à cet endroit-là. Ce qui fait que quand ton API gateway va envoyer sa commande, au lieu d'aller dans une fonction lambda et puis en fait de faire le lien tout seul derrière, ça va être déjà, enfin, tout seul qu'il faudrait coder nous-mêmes. Là, on va le mettre en place. On va dire, appuie sur ce step function qui va faire l'appel de toute la série, tu vois. Donc, ce sera pas tant pour refaire l'architecture que pour reformuler un besoin fonctionnel, un besoin de service identifié, spécifique, une feature de bout en bout qui pourrait être incarnée par plusieurs services d'Amazon si on n'arrive pas à la restreindre à un seul service. Et il arrive souvent qu'un seul service ne suffise pas. Donc, ce sera à cet endroit-là. D'accord, très bien. Du coup, ton interlocuteur direct, c'est entre guillemets le dev. Ça fait le lien entre les équipes de dev et les product owners. Ton product owner, il arrive, il dit, moi, je voudrais qu'on fasse un bouton où tu fais ça, il se passe ça derrière. Ouais. Et le dev qui va coder, moi, je suis au milieu, je dis OK. Donc, lui, il demande est-ce qu'il se passe A, B, C avec un choix ici. Pour ça, je pense qu'il faut tel service. Pour ça, je pense qu'il faut tel service. Et on essaye, on regarde. Et entre chaque service, tu peux créer des articulations logiques, comme du pass. Dans lambda, elle calcule un truc, elle a un résultat. Le pass permet de passer le résultat à la suivante. Tu as des choix. Si ta lambda, elle fait un calcul et qu'elle fait un résultat qui est de telle à telle valeur, tu peux dire choix 1. Si c'est supérieur à telle valeur, choix 2. Si c'est tel code d'erreur, choix 3. Tu peux faire de la parallélisation. Fais ça ensemble, puisqu'en fait, les deux trucs n'interdépendent pas. Tu peux même dépasser les limites des lambda avec Step Function. Ça, c'est une fonctionnalité que je mets souvent en place. Une fonction lambda, pour ceux qui connaissent pas, c'est donc du serverless de compute, et c'est 15 minutes d'exécution par invocation. Okay. Et là, le client qui dit, oui, mais moi, mon appli, il doit exister tout le temps. C'est 15 minutes d'invocation. Tu peux invoquer 1 million de fois dans la journée. Et dans ces 15 minutes, il se passe quoi? Est-ce que tu calcules non-stop? Et là, c'est gênant. Effectivement, ces 15 minutes sont en blocage. Ou est-ce que tu lances un truc et puis tu glandes pendant 15 minutes et tu attends la solution? Et avec Step Function, tu peux faire ce qu'on appelle des waits. Donc, tu peux lancer une fonction lambda qui initie le truc. Tu fais un wait de 45 minutes. Et là, t'es passé tes 15 minutes. Et tu fais une deuxième fonction lambda qui va voir le résultat. Et t'as même la logique de, si ça marche pas, retry. Donc, tu peux même, tu vois, contextualiser. Et là, souvent, tu as cette découverte. J'avais ça avec VMware à l'époque et je l'ai avec Amazon. J'en parle souvent dans un autre podcast. C'est ce qu'on appelle l'effet magique. C'est-à-dire que tu vas dans le cloud, tu regardes des services, tu dis waouh, puis au bout d'un moment, tu deviens très critique. T'oublies quand même que ça remplace tes potes et ton boulot entier. Donc oui, c'est bien, mais à un moment donné, concrètement, ça fonctionne quand même derrière. Il y a des trucs qui tournent. Donc faut pas non plus espérer que ça fasse des miracles en une fraction de seconde. Donc il y a à un moment donné quand même une conceptualisation. Tout ça, ça doit être monté ensemble. Donc c'est intéressant de comprendre comment tu peux mettre ça en place. Mais je l'ai, tu vois, un service tout bête, RDS. RDS, comme je dis souvent, c'est un service de VM, de base de données, c'est tout. Bah ouais. C'est une EC2 de base de données. Ça n'est rien d'autre. Voilà. Et quand tu la déploies, ça prend plusieurs minutes. Bah oui, c'est une VM avec une base de données. Si tu sais comment faire plus vite, tu m'expliques. Et j'ai souvent des gens en cours qui gueulent parce que ça prend trop de temps. Tu veux qu'on regarde si tu fais la même chose chez VMware dans une VM toi-même avec tes fichiers de conf? Donc tu vois, en fait, on a tendance. J'avais la même chose chez VMware avec vMotion. Quand tu avais ton vMotion, tu déplaçais les VM. Je dis, ouais, mais il y a des contraintes, tu peux pas faire ça. Oh, c'est nul. Attends, mec. Tu déplaces des VM en pleine exécution d'un serveur à l'autre de l'autre côté potentiellement de la planète. Tu crois que c'est déjà pas mal quand même comme concept? Donc il y a peut-être quelques contraintes, on peut les respecter, ça va aller. Mais on a cette espèce de côté un peu exigeant des fois quand on rencontre des nouveautés où tu en finis par perdre pied avec le fait que bah oui, mais concrètement derrière c'est réel quoi. En fait, il se passe vraiment des trucs. C'est juste que ça a été très bien fait à l'avance pour nous et qu'on y gagne ce contrôle-là. C'est souvent quelque chose que les clients ont tendance à perdre avec le cloud. Ils disent ah ça coûte du fric. Bah écoute, monte la même chose chez toi et dis-moi combien ça coûte. Vas-y, je regarde. En n'oubliant pas d'inclure le salaire de tes employés qui doivent le mettre en place, s'il te plaît. Exactement. Et une question. La souveraineté chez AWS, hormis celle US, c'est pas un peu vain? Alors, c'est un sujet que je prends avec des pincettes chez chaque client.
Sachant que... Pour moi, ça dépend vraiment du client et de Oui, quelles et sont puis tes alors, restrictions et de ce que non, tu mais as le c'est droit de encore faire pire en que fonction ça. de... Je vous rappelle que Donald Trump vient d'être passé président des États-Unis, donc la souveraineté en Europe par rapport aux sociétés américaines, vous pouvez vous asseoir dessus et avec beaucoup de vaseline parce que là, c'est mort. Ils ont un discours et une approche rassurante. Ils te disent qu'il y a des textes de loi applicables. Alors, je sais pas si tous ceux qui nous écoutent comprennent le concept. On va faire très simple. J'essaie de le résumer de façon toujours très simple en disant le droit américain parle d'extraterritorialité. Ça veut dire que ce qui est américain est soumis aux lois américaines, quel que soit où ça se trouve. Que ce soit aux États-Unis, en France, sur la Lune, sur Mars, dans l'espace. Ils disent à partir du moment où tu es une boîte, où tu es un citoyen américain, on applique les lois. C'est pour ça que les citoyens américains, même s'ils vivent à l'étranger, payent des impôts aux États-Unis tout le temps, toute leur vie. Et même si tu traites en dollars américains, un Thaïlandais Voilà. avec un Chinois qui paye en dollars, ils sont soumis à la loi américaine. Voilà. En Europe et en France, c'est ce qu'on appelle le droit du sol, c'est-à-dire là, il ne s'agit pas de la naissance, mais il s'agit simplement du fait que se situant sur le territoire physique local du pays, alors c'est la loi européenne et française qui s'applique. La française ne pouvant être, sauf cas particulier, plus large, plus ouverte que l'européenne, si je dis pas de bêtises, et la française en général est plus restrictive. Le souci, c'est que, évidemment, les deux sont incompatibles. Donc, comment on fait quand on gère un client, une boîte américaine en France? Et la souveraineté ici, elle est entièrement remise en cause, puisque les juristes américains vous diront que de toute façon, c'est eux qui ont raison. Les juristes européens vous diront que c'est eux qui ont raison. Et ça, c'est alors, tout ce qu'on est en train de dire, ça vient du Patriot Act, qui devait rester 2 ans, et qui maintenant est là depuis presque 20 ans, qui a été réécrit, si je m'abuse, au moins 6 fois. C'est le Cloud Act aujourd'hui. Si quelqu'un comprend le Cloud Act et est capable de me dire exactement ce qui se passe à l'instant T, moi je veux bien. Mais même en faisant depuis des années, et la sécurité est une de mes spécialités aussi. Non. Donc quand j'ai un client qui me parle de souveraineté, je lui dis c'est pas compliqué. Si ton enjeu c'est que tu peux t'en accommoder les 3 quarts du temps, ça t'ira très bien, continuons comme ça. Si ton enjeu c'est qu'à un moment donné, tu ne veux jamais prendre le risque que la donnée puisse être exportée, puisque légalement, le gouvernement américain peut imposer à Amazon d'exporter les données pour les récupérer sur leur sol, et Amazon n'a rien à redire, alors tu mets jamais tes données chez eux. Et donc il arrive, moi ça m'est arrivé de mettre des architectures complètement, alors là on n'est plus dans l'hybride, on est dans du multi-cloud, où on a des bouts d'architecture moins critiques chez Amazon et des bouts d'architecture trop critiques qui restent chez le client ou chez les fournisseurs répondant aux exigences de souveraineté française, comme le Secnum Cloud par exemple. Et là, il faut trouver des acteurs précis qui le font. C'est possible. Mais Tu vois, oui, moi vas-y. là-dessus, le sentiment que j'ai, c'est que toutes les tentatives de tous les Américains pour arriver à avoir le cloud de confiance, le cloud souverain, le cloud ceci et tous ces mots-là, le sentiment que j'ai, c'est que à chaque fois qu'ils poussent une nouvelle initiative, c'est parce qu'ils ont réussi à se mettre en adéquation avec une loi quelque part dans la législation allemande, française ou je sais pas quoi, où par exemple on va dire que pour les données de santé, tu peux être hébergé par un Américain s'il a 49% de Français, de ceci, de cela. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'ils arrivent à rentrer dans une brèche légale, bah on va créer une initiative, on va créer un truc, on va en parler, mais que dans le fond du fond, comme tu dis, si ton impératif c'est que tu ne prends 0% de risque, ce sera pas possible. Si ton impératif c'est juste je stocke des trucs de français et c'est leur historique TikTok, bon bah c'est pas grave. Si je stocke les données de santé, ah bah là tu peux passer par notre partenaire bleu, je sais pas quoi, qui va faire ceci cela et tu vas être carré. Mais si tu stockes vraiment du secret défense, impossible. Impossible que tu passes Tu le dis très chez bien, l'américain. c'est leur objectif, c'est de rassurer suffisamment en apparence, de trouver les textes de loi sont très interprétables aujourd'hui. Il y a rarement des textes de loi très clairs, même les juristes ont du mal à trouver, à comprendre, et c'est quelque chose qui est tout le temps en mouvement en plus, qui est Ouais. remis en cause. Entre l'Europe, la France et les États-Unis, déjà on a 3 niveaux. Donc, pour savoir lequel s'applique au bon moment. Les fournisseurs de cloud ne vont pas en plus te jouer le coup en disant non, mais vous avez raison d'avoir des doutes. Ils vont dire non, on va vous rassurer, on a le programme d'assurance avec vous, on peut vous aider à voir les trucs. Oui, le contrat que tu signes quand tu es client d'Amazon, avec tous les annexes, c'est 1200 pages de langage juridique. La réalité du contrat qui est derrière. Bon courage pour aller faire le tour.
Il y a quelques années de ça, Amazon fournissait des régions en Europe avec 2 EUT zones. C'est totalement illégal. C'est la BCE qui est venue taper sur la gueule des fournisseurs de cloud et aux clients bancaires en disant soit vous faites comprendre à vos fournisseurs qu'on arrête et on fait triple résilience, enfin triple site, soit on arrête tout et on vous enlève vos accréditations d'entreprise bancaire. Et en quelques mois, c'était réglé chez Amazon et chez Azure, dans la foulée. Et on voit bien qu'en fait, ce qui devrait être appliqué est déjà de toute façon de base appliqué quand ça les arrange. Là, depuis maintenant, on a 3 EUT zones tout le temps, il n'y a pas de problème. Mais oui, sur ces questions-là, la souveraineté, elle est très relative. Un client qui veut rester souverain sur des enjeux très critiques, pour moi, dans son approche, à un moment donné, tout ce qui est critique reste chez lui, il en reste propriétaire. Et avec, pour le coup, la responsabilité complète. Il a intérêt à être très bon aussi. Ouais. Et c'est ça, en fait, le souci, souvent. Exactement, ouais. C'est que le client qui demande de la souveraineté, il exige la souveraineté, mais exiger la souveraineté, faut être capable de la mettre en place, quoi. Moi, c'est les clients qui critiquent le cloud, je dis ok, si tu fais mieux que lui, vas-y, t'as le droit. Si tu fais pas mieux, écoute, pour l'instant, fais preuve d'humilité, tu vois ce que t'as besoin et comment tu t'en sors. Mais alors moi, je fais beaucoup de sécurité aussi à côté. Ouais. Et quand on fait de la sécurité, les clients sont très dans le doute. Moi, j'aime bien le doute, j'ai pas de problème. Et derrière chaque complotiste, il y a un doute légitime, mais il y a juste pas les bonnes réponses. C'est ça. Donc un client peut avoir des doutes et il a raison. Je maintiendrai toujours des doutes. Et même moi, j'ai des doutes. Comme je dis souvent, si tu me demandes si j'ai confiance en Amazon, je dis non. Absolument pas. Et je ne veux pas avoir à leur faire confiance. C'est pas une histoire de confiance. C'est une histoire de contrôle. C'est-à-dire que je sais exactement ce que je mets en place. Je sais exactement ce que je mets dedans, comment ça fonctionne, et je sais ce que j'ai pas du tout envie de mettre dedans et pourquoi j'ai pas envie de le mettre dedans. Et comment je peux faire pour que ce soit fonctionnel. Alors oui, c'est du boulot en plus. En même temps, il n'y a pas de miracle. Ça, les clients ont souvent du mal. C'est-à-dire qu'ils veulent bien critiquer, ils veulent bien avoir le truc en plus, mais ils veulent pas se bouger le cul derrière. Et c'est pour ça que la sécurité est un enjeu qui passe à la trappe littéralement aujourd'hui. C'est-à-dire que on t'en parle plus, il n'y a pas plus de budget pour les mettre en place. Et par contre, il y a autant d'erreurs, de problèmes avec les résultats qu'on voit, c'est-à-dire des entreprises qui se cassent la gueule, qui se font hacker ou qui se prennent des cryptos, enfin des trucs catastrophiques, ou des entreprises qui coulent à cause de ça. Donc, ouais. Mais le truc, comme tu dis, c'est que si demain j'ai besoin d'être Secnum Cloud, en fait, je vais regarder le paysage français du Secnum Cloud. Il n'y a pas grand monde déjà par rapport à tout ce qui peut se faire. Il y en a certains qui vont dire oui, c'est pas compliqué, hein, tu fais un petit DC chez toi, Secnum Cloud, tout ça. Sauf que, en fait, pour faire un DC à la maison, Secnum Cloud, vaut mieux aller voir un fournisseur de cloud. C'est beaucoup plus simple et vérifier l'offre qu'il te donne, parce qu'en fait, lui, il s'occupera un peu plus déjà de résilience, de plus d'alternatives. Exactement. Il gérera ses data centers mieux qu'on ne le fera nous-mêmes. Exactement. Oui. Donc, on peut pas juste dire le cloud, c'est le truc plus cher où il s'occupe des choses. Non, il y a quand même toute une partie que pas que seulement techniquement, il y a les certifs, il y a légalement, il y a plein de choses que en fait on peut pas gérer ou simplement c'est pas notre business et vaut mieux le laisser à un fournisseur. Oui, puis c'est pas le métier des clients. Mais je dis toujours à un client qui me dit faire mon accréditation ISO, ça m'emmerde. Je dis mais t'as raison. T'as raison. Ouais. Ton métier c'est de vendre des assurances, de transporter des poissons. Donc effectivement, t'as tout à fait raison. Et c'est pour ça que l'intérêt d'un fournisseur tiers, c'est que cette partie qui est quand même très très pinailleuse à faire, très chiante à mettre en place, ça peut être pas mal quand c'est quelqu'un d'autre qui le fait. Effectivement, c'est souvent un argument pour s'en débarrasser. Jérôme, mon bon Jérôme, ça fait un petit bout de temps qu'on discute. Je vais te laisser la dernière salve de questions. La dernière salve de questions. Si tu veux faire Alors, ping-pong, paf. Mais vas-y. Ça fait beaucoup d'échanges. Alors, je crois que ton entreprise, c'est WiseBear. Ouais. C'est quoi l'esprit WiseBear? C'est moi. C'est la pédagogie, l'écoute, c'est le côté wise. Et si tu viens m'emmerder, je te colle une patte dans la tronche, il faudra pas me faire chier. C'est le côté bear. Tous les gens qui me connaissent le savent. Tous ceux qui me pratiquent le savent. C'est pour ça que, malgré mes tarifs un peu hauts, j'ai toujours des clients. C'est que le côté intègre, le côté honnête, le côté direct, sans filtre, va fonctionner. Je le sais. Je vais pas me placer comme certains à faire de la pub dans tous les sens, à dire si vous voulez le meilleur. Non, je suis pas le meilleur. Je suis très bon. Je sais que je suis bon.
Je suis pas le meilleur, il y a forcément meilleur, mais moi je sais ce que je vaux, je sais ce que j'apporte. Donc c'est ça l'esprit WiseBear. Et puis j'ai 47 balais, j'ai pas envie qu'on m'emmerde, j'ai envie de faire ce que j'aime, j'ai envie d'y prendre du plaisir, la vie est courte, j'ai déjà bossé pour des cons pendant des années, mes anciens patrons de Global par exemple. Voilà, et puis jamais ça, tu vois, en fait. Je pense que je ne reviendrai jamais au salariat. Peut-être que je me trompe, hein, peut-être qu'il y a un contexte qui fera que je serais pris au piège, mais voilà, c'est ça l'esprit. Ok. Petite question technique ou pas forcément technique d'ailleurs. Ça peut être sur d'autres. Je suis nul en technique. Ça peut être sur d'autres choses plus business ou autre. Ce serait quoi ton rêve absolu dans le cloud? Qu'est-ce qui manque pour que ce soit mieux ou parfait ou meilleur? J'en ai pas du tout. Que l'entreprise qui fait le cloud soit un peu plus concentrée sur la réalité de leurs clients, qui fassent les choses mieux en termes de services, qui rendent aux clients plutôt que d'arrêter de refourner plein de nouveaux clients, plein de nouveaux services. Ce serait ça un bon cloud. Le cloud parfait, ce serait un cloud qui prend de la maturité et pas qui se disperse dans plein de domaines, que les services s'alignent entre eux plus correctement, ce qui est pas encore ça. C'est pas mal déjà, mais on peut faire encore mieux que ça. Okay. Et puis que certains tarifs descendent un petit peu, parce que ça fait un petit peu trop longtemps qu'ils font du fric sur les données sortantes, par exemple. Tu vois, qui réalisent que ils sont milliardaires quand même, ça va, l'argent, un petit peu. Ça va, quoi. Tu vois, à un moment donné, ça va. Quand t'es riche, ça va. Quand t'as 10 fois plus de clients, tu peux diviser un peu les prix par deux. Ouais, tu peux partager. Surtout quand tu le prétends qu'en marketing, plus il y a de clients, c'est moins cher. Alors, il y a des trucs qu'on peut faire beaucoup mieux, je pense. Ok. J'ai une question qui me vient juste en tête là parce que hier non, aujourd'hui, mais bon, quand on va publier le podcast, ça sera à X temps. Mais bon, il y a quelques jours, quelques semaines, on a publié un post avec une scène de casino. Alors moi, je suis désolé, mais moi on parle cinéma, ça résonne dans ma tête. T'es plutôt Godfellas, Les Affranchis ou Casino? Ah ouais, Les Affranchis. Ok. Bon, ouais, c'est bon, on arrête tout. Ouais, Salut. je sais. Et toi, Anthony? C'est le côté ours. C'est le côté ours, ouais. Moi, tu vois, autant Les Affranchis, je l'ai vu, je ne m'en rappelle plus. Autant Le Parrain, je l'ai pas vu et je m'en rappellerai pas. Non, quoi qu'en plus, oui, je m'en rappelle parce que je l'ai vu sur CanalSat, j'ai vu plein d'extraits du Parrain, mais j'ai pas vu les films du tout. CanalSat, les gens qui sont encore vivants et qui se rappellent. Ah. TPS, CanalSat. Kiosque sur CanalSat, hein, pour ceux qui savent. Où tu devais mettre ta carte bleue pour payer les séances de cinéma chez toi, mais bon, quand t'as 6 ans, t'as pas de carte bleue, donc tu regardes les extraits de 10 minutes et... Ça suffit, c'est bon, avec 10 minutes du film. Et t'as juste à faire à peu près 8 fois 10 minutes et t'as vu le film en entier. Hein. Pas dans le bon ordre, mais tu l'as vu. Donc ça va. Et puis, juste avant de terminer, j'avais une question d'avis, c'est qu'est-ce que ne fait pas AWS parmi ces 300 milliards de services? Je sais pas, aujourd'hui, s'il leur manque quelque chose. Parce que j'ai l'essentiel. Ils sont dans l'innovation, ils sont dans le... Je te sers des services que des fois, il y a 1% de mes clients qui ont besoin. Mais qu'est-ce qu'ils font pas, en réalité? Bah non, je pense qu'aujourd'hui, on couvre tous les domaines. Moi, j'ai pas de domaine qui me manque quand t'arrives chez des clients. Soit il faudrait une IA géniale où tu dis je veux une appli qui fait ça, ça te fait toute l'appli. Là, vous voyez, ok, là ils l'ont pas. Oui. Ce que tous les clients voudraient. Non, aujourd'hui, je pense que sur la partie facturation, il leur manque des trucs aussi. Sur la partie contrôle de facturation, détail, maîtrise, il manque. En fait, il manque d'ouverture et de pédagogie face à leurs clients. C'est-à-dire que t'as les e-learning, mais les e-learning, c'est les e-learning, et j'ai la démarche chez eux aussi, je l'ai quand je les croise. Ils te présentent toujours le discours, mais en fait, ça manque de mise en pratique concrète pour les clients. Et il manque des dashboards dans AWS pour être plus ouvert à leurs propres clients. Le côté ligne de commande, CI/CD, tout ça, moi j'aime bien, il y a pas de problème, je suis là-dedans, c'est mon métier, c'est cool. J'ai plein de clients qui voudraient juste avoir un endroit où c'est agréable de voir et de comprendre ce qui se passe chez eux. C'est quand même con, c'est quand même la base, c'est un peu les clients qui payent.
Mm. Et quand tu vois que ça fait des années que leur réponse c'est d'aller voir des produits tiers ou de faire tes propres dashboards, t'as pas la sensation que t'entends pas tes clients. Ça aussi, c'est un regret. Être à l'écoute des clients, c'est pas juste une prétention, qu'il faut vraiment l'être, et aujourd'hui, on manque. Donc, alors, ils t'ont fait des Amazon Q avec une IA qui va lire la doc à ta place. Alors, je ne suis pas un gogol, je sais lire, et la doc, je savais déjà la lire. Moi, Amazon Q m'emmerde parce que je sais ouvrir la doc aussi, quoi. Ouais, surtout que si c'est pour me donner quelque chose qui est aussi complexe que la doc, bon bah j'aurais pu aller le chercher où est-ce que j'en ai besoin et avoir le film. Mais j'ai noté, mais je peux me tromper, j'ai noté récemment que la doc technique d'Amazon commence à s'amaigrir. Ah ouais. Et je me demande s'ils n'alimentent pas qu'avec Amazon Q maintenant, disons si tu veux le détail, il faut demander à l'assistant qu'il te dise le truc que tu cherches. Parce que j'aime bien dans une doc, c'est que quand tu l'as sous les yeux, tu vois d'autres parties à côté et tu peux être attiré vers des détails que tu n'avais pas vus. Comment tu sais quelle question poser si tu sais pas quel sujet tu es en train de regarder? Donc tu vois, je me méfie des assistants où il faudrait que je sache déjà ce que je viens chercher. Moi, il m'est arrivé de lire des bouts de doc où je cherchais des trucs que je savais pas. Mais par contre, en la lisant, j'ai appris des trucs intéressants que je savais pas. Et tu vois, il y a cette idée que la liberté de ma recherche doit pouvoir me trouver des trucs sympas. J'ai le droit d'errer dans des domaines, alors que quand tu dois imposer la question que tu dois poser, ça veut dire que tu sais déjà ce que tu cherches. Ça part d'un postulat qui est déjà faussé en soi. Ben bon, c'est un autre sujet qu'on pourrait rouvrir. Hein. Tu vois ? Tout à fait. Bah là, ça fait à peu près une petite heure et demie qu'on discute. J'ai la question Joker pour toi, la question à la fin, qui est relativement compliquée et relativement simple en même temps. C'est: est-ce que tu as un mot à laisser à nos audio téléspectateurs? Un mot, ça peut être une super phrase ou un joke, comme diraient nos amis québécois. Ou ça peut être un média que tu voudrais conseiller. Par média, j'entends un média ou un livre ou un film ou même une série ou peu importe. Conseille ce que tu veux, mon cher ami. J'ai juste laissé cette phrase, moi, qui change ma vie, c'est « je fais ce que je peux avec ce que j'ai ». Donc, voilà. Faites-en ce que vous voulez. Venez me voir après si vous voulez en discuter, mais je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Que ce soit dans la vie personnelle, que ce soit professionnelle. On fait ce qu'on a avec la réalité qui est en face de nous. On peut pas la changer. Par contre, on peut choisir ce que nous on fait. Voilà. Et puis une deuxième, je vais me permettre au passage, si vous vous emmerdez dans votre boulot, changez. Changez de carrière, faites autre chose, n'hésitez surtout pas. Ça fait peur, oui, mais lancez-vous vraiment. Ça vaut largement le coup. Et il y a un truc qu'on vous expliquera jamais parce que c'est inexplicable, c'est ce qu'on ressent une fois qu'on l'a fait. Parce qu'il y a des expériences, bah, comme le nom le dit, c'est des expériences. C'est-à-dire que tant qu'on l'a pas vécu, on peut se faire entendre dire 50 fois ce que ça fait. Tant qu'on l'a pas vécu, on sent pas ce qui se passe réellement. C'est quelque chose que j'ai appris en devenant freelance. C'est que le jour où je suis devenu freelance, il s'est passé des trucs dans ma tête, dans mon cœur, où je pensais pas que ça se passerait. Je ne savais pas que ça allait se passer. Par contre, c'est un sentiment que je n'enlèverai pour rien au monde. Donc, faites-le, ça vaut le coup. Et s'il y a besoin, venez nous voir, écoutez-nous. Voilà, il y a plein de gens, il y a plein de trucs gratuits. Je vais faire mon vieux, hein. Il y a plein de trucs gratuits aujourd'hui sur Internet. N'hésitez pas à taper dedans. Yes. Bah, merci David. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour votre invitation. Aucun problème. Je sens qu'on va te réinviter. Avec plaisir. Alors, toi, audio téléspectateur, ça fait 1h25 peut-être que tu nous écoutes. Tu es brave, tu es très curieux et j'adore ça. Et donc, si tu veux en avoir plus, si tu veux manifester le fait que tu aies beaucoup aimé ce podcast, je t'invite à lâcher les 5 étoiles sur Spotify, le bouton clic que j'aime sur YouTube avec le s'abonner, la cloche, partager ça sur TikTok. Non, je rigole. Bref. Manifeste-toi pour dire que tu as aimé. Mettez des commentaires. Ah oui, les commentaires. Dites j'aime toujours beaucoup. Important. Publiez Jérôme Mévo avec ses lunettes. Qui est ce sale con? N'hésitez pas. Un commentaire, ça fait du plus. Ça fait sur du plus. Et sur ce, il me reste à vous souhaiter une agréable journée ou une soirée. Ça dépend quand est-ce que vous écoutez ça. Ciao. Au revoir.